Oui, et dans la continuité de ce qui vient de vous être exposé, je vais vous parler principalement des outils en matière d'aménagement opérationnel qui visent à favoriser la mobilisation du potentiel foncier. Alors, je reviendrai d'abord sur cet exemple de la lutte contre la vacance commerciale. Alors, si effectivement l'hécatombe annoncée pendant la crise sanitaire du Covid-19 n'a pas eu lieu, on a pu même constater pour certaines villes un regain d'activité pour les activités de commerce. La situation, elle demeure particulièrement contrastée. On a pu l'évoquer dans l'introduction. Dans certaines villes, les centres demeurent marqués par une dévitalisation croissante, par la présence de rideaux baissés, de locaux vides, laissés à l'abandon, non repris. Alors l'image de la ville, elle peut en être fortement affectée, notamment en matière touristique, lorsqu'elle ne dispose pas par ailleurs d'une activité productive à forte revenu, par exemple une activité viticole. Alors la dévitalisation, elle peut être aussi marquée par un manque de diversité des commerces. Et à cet égard, l'exemple des agences bancaires est particulièrement intéressant. Alors si on a insisté ces dernières années à leur multiplication, alors elles se sont malheureusement le plus souvent positionnées à des emplacements stratégiques, alors même pour une meilleure visibilité, alors même qu'elles ne génèrent ni flux, ni réel flux, ni animation. Et on assiste désormais au cheminement inverse, à leur fermeture en grand nombre. Alors, ces services non commerciaux, certes, ils avaient créé une rupture dans le linéaire commercial, mais leur vacance, elle est tout aussi problématique. Si cette vacance n'est pas anticipée, le risque est grand de se retrouver confronté aux facteurs d'une vacance structurelle. Par exemple, un immobilier inadapté à une reprise à court terme, sans travaux de réhabilitation, ou alors sans mise en conformité PMR. On peut également être confronté au problème d'une trop haute valeur locative du local pour une reprise rapide par un commerçant local. Alors, pour pallier cette vacance, plusieurs actions peuvent être néanmoins entreprises. La première, c'est peut-être celle des orientations d'aménagement et de programmation. Alors, je passerai assez vite sur les OAP. Vous devez certainement les connaître. Alors, simplement, peut-être pour préciser que les OAP, leur réalisation doivent être certaines et en cohérence, bien évidemment, avec les orientations du PAD. Alors, ces OAP, elles peuvent être thématiques, par exemple, prévoir l'orientation, la volumétrie, la typologie des bâtiments, prévoir également l'aménagement des espaces extérieurs. Elles peuvent être également sectorielles, à l'échelle d'un secteur, prévoir le fonctionnement d'un quartier et de son offre de services. Alors, d'un point de vue de leur forme, elles peuvent être formulées sous forme graphique, littérale, les deux, ce qui est d'ailleurs un avantage qui permet d'être le plus précis possible. À cet effet, il est bien évidemment rappelé que les OAP s'imposent dans un rapport de compatibilité aux autorisations de construire. Cela signifie que les OAP, elles peuvent bien être opposées à des projets de construction qui remettraient en cause l'exécution du plan. Et attention, à cet égard, la jurisprudence, alors elle est particulièrement casuistique, mais elle est encline à une certaine rigueur dès lors que les OAP sont conçus sous la forme d'interdictions précises qui laissent peu de latitude quant à leur application. Simplement, pour terminer sur la question des OAP, préciser qu'il faut bien distinguer entre les OAP sans règlement, qui ne sont possibles qu'en zone U ou AU, dont le contenu est imposé, et la présence d'un schéma d'organisation obligatoire. Je vous renvoie là aux dispositions de l'article R151.8 du Code de l'urbanisme, à distinguer avec les OAP en sus du règlement. Aussi, dernier point, alors pour garantir l'efficacité de ces OAP, faites bien attention, le Code de l'urbanisme impose de justifier de la complémentarité du règlement avec ces OAP. Alors, on vous a mis un exemple d'une OAP qui serait possible, celle d'un centre-ville attractif et dynamique, qui pourrait indiquer, alors je ne vais pas les citer tous, mais par exemple, et je vais y revenir juste après, indiquer la sous-destination des rez-de-chaussée des locaux concernés, voir la problématique de l'amélioration des espaces publics pour une fréquentation renouvelée par les riverains et les touristes, ou encore toute la problématique des espaces verts à préserver, encore mieux à développer.
Alors, en lien avec ces OAP, une autre possibilité d'action très importante, c'est celle de proposer un usage réfléchi des sous-destinations, et la protection des commerces passe alors par l'exclusion d'un changement de destination pour les locaux situés au rez-de-chaussée le long des voies. Par exemple, on va admettre au sein d'un PLU que la sous-destination artisanat et commerce, voire à la rigueur la sous-destination restauration, et dans les étages supérieurs, on admettra que la sous-destination logement. Alors c'est important à noter, la jurisprudence, elle admet tout à fait qu'on puisse interdire certaines formes de commerce déterminées sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété. Ça a été notamment le cas, pas mal de jurisprudence en matière justement d'agences bancaires ou d'assurance. Et si cela est cohérent avec les orientations du PAD, justifiées par le rapport de présentation, le PLU peut proscrire de son centre-bourg les commerces de gros. Mais attention, ça c'est particulièrement important, il n'est pas possible de poser une interdiction générale et absolue d'une sous-destination, sauf lorsque la sous-destination est incompatible avec la vocation de la zone. Alors pour terminer sur cette question d'un usage réfléchi des sous-destinations, il peut être aussi intéressant, hors même le périmètre protégé, de réfléchir à un changement de destination autour de ce périmètre protégé afin d'éviter toute discontinuité d'éparpillement du linéaire commercial. Il peut être intéressant d'envisager autour de ce périmètre protégé d'abandonner à dessein la vocation commerciale de certains linéaires, de privilégier alors une vocation résidentielle, par exemple. Alors, pour conclure sur ces outils, simplement pour vous indiquer une réglementation nouvelle en matière de dark store ou de dark kitchen. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et dans un même ensemble, en mars dernier, le Conseil d'État et le pouvoir réglementaire sont venus poser des règles nouvelles, entrées en vigueur très récemment, le 1er juillet 2023, pour éviter la prolifération de ces nouveaux commerces qui, de la même manière que les agences commerciales, les agences bancaires et d'assurance, ne génèrent ni flux ni animation. Alors, que traduit cette nouvelle réglementation? 2 points importants: l'incorporation des dark stores dans la sous-destination entrepôt, lorsque les seuls retraits opérés le sont par les livreurs et non par les consommateurs, et la création d'une nouvelle sous-destination, la cuisine, dédiée à la vente en ligne. Ce qui est intéressant là, c'est que ça va ôter aux commerçants de ce type de commerce la possibilité de se prévaloir de la destination commerce et activités de service. Autrement dit, pour toute nouvelle implantation en ville, ils vont devoir formuler une demande d'autorisation de changement de destination, ce que la commune, ce que vous pourrez alors refuser au visa de votre PLU.